aujourd'hui. BX1+, Radio de Podcast Bruxelles. Plus comme tous les jours à 16h. Donc voilà, Podcast Plus aujourd'hui, on va parler de podcast avec mon invité Peter Kemmel. On va parler de Gueule de bois avec elle. Et pendant toute cette heure, demain il y aura encore une émission Podcast Plus et après ce sera la grille des vacances sur BX1+. Et donc vous pourrez écouter des rediffusions d'émissions de l'année. Mais cette fois-ci, on est encore avec de l'inédit. Quoique Peter Kemmel, on l'avait déjà reçu il y a un gros mois sur antenne, mais on avait eu un énorme problème technique. Et donc, on refait cette émission en présentiel, ce qui est le cas. Bonjour Peter Kemmel, bienvenue. Bonjour. Alors, on va essayer de faire connaissance davantage avec vous et avec déjà votre carrière en matière et littéraire et podcastique. Podcast Plus avec Jean-Jacques Delot. Peter Kemmel est avec nous pour parler de son podcast Gueule de bois, mais on a dit qu'on ferait connaissance d'abord, Peter Kemmel. D'abord, votre prénom, il est très particulier, hein, Peter Kemmel. Bon, consonance néerlandophone. Oui. Dites-nous, est-ce qu'il y a une jolie histoire, une belle histoire autour de ce prénom? En général, il y a toujours une belle histoire. Oui, c'est vrai. Peter Kemmel, ça veut dire Pierrette en néerlandais. Mes parents voulaient m'appeler Estelle. Et quand mon grand-père paternel, donc du côté hollandais, l'a su, il a demandé qu'on mette Peter Kemmel comme premier prénom pour que ça fasse comme mon arrière-grand-mère qui s'appelait Peter Kemmel Elisabeth Moll. Ah oui, donc il y a voilà, une filiation. Peter Kemmel Estelle Moll, oui, c'est ça. La même abréviation. Nous, on va vous appeler Peter Kemmel, si ça vous va. Hein. Alors, quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené, à la littérature et au podcast? Eh bien, à la littérature, c'est quelque chose qui a toujours été présent. L'écriture, voilà, que j'ai toujours. Ça suffit pas, hein, de dire on aime bien l'écriture. Oui, c'est pas pour vrai. ça qu'on arrive à se faire publier et avoir un peu de succès quand on sort un livre. Je pense qu'il y avait. Quel était le déclic chez vous? Il y avait un réel besoin d'exprimer certaines choses, et notamment. Créer une histoire à partir de ma propre histoire, et ce besoin d'aider éventuellement les gens qui pourraient souffrir d'addiction ou d'addiction dans leur entourage, et il y a eu ce besoin d'exprimer, que ce soit par l'image ou par l'écriture. Au départ, c'était l'image et puis l'écriture. Et puis maintenant, le son, en plus. Et maintenant, le son. Sur la même et l'écriture, la volonté de publier, puisque, ce livre a pas été édité. Et donc, il a fallu laisser ça de côté pendant 1-2 ans. Et puis, finalement, la volonté que ce livre soit lu a pris le dessus. Et donc là, j'ai décidé d'auto-éditer. Et c'est facile d'auto-éditer? Non. Non, et ça veut dire qu'on doit faire le tour de tous les libraires pour les convaincre de distribuer. C'est ça, il faut distribuer. Oui, c'est sûr, il faut dialoguer avec chaque libraire, vendre son livre. La vente, c'est pas quelque chose ça fait pas partie facile. Du métier d'écrivain, ça. C'est sûr, certainement pas pour un auteur. On est plus. Après, il y a cette image là qui est peut-être pas la même pour tout le monde, mais c'est sûr que c'était pas du tout mon genre, en tout cas. Et donc... Et vous aviez quoi comme formation? J'ai une formation de photographe. Donc c'est ça, l'image, c'était ça, quand vous parliez de l'image tout à l'heure. Le livre s'appelle Ça va n'aller. Oui. Donc c'est aussi un titre un peu particulier, vous ajoutez un N. Oui, j'ajoute un N. C'est une expression qui était utilisée dans ma famille et que j'ai reprise, que je trouve intéressante. L'idée ne vient pas de moi pour le titre, mais oui, c'est ça va aller, mais avec quand même une légère consonance négative. Oui, il y a le N négatif quand même. Hein. Ouais. Ça va pas franchement aller, en fait, c'est ça. Et Freddy Tougault, lui qui est wallon, lui parle de ça va d'aller. Oui. Hein, donc ça a beaucoup de succès, ces expressions, il me semble. Alors vous disiez, c'est pas vous qui avez trouvé l'idée du titre? Non, j'avais fait relire et corriger par Isabelle Bourrin, et c'est elle qui a suggéré ce titre
Et voilà, je suis franchement pas, c'est pas mon fort de trouver les titres. Donc en général, je prends les idées des autres et j'ai bien aimé celle-là. Voilà, en tout cas, c'est un bon titre puisque il attise la curiosité et donc il représente bien ce que vous avez écrit. Mais ici, on est là pour parler de podcast. C'est vrai. Et donc on a déjà un peu parlé de la thématique finalement, cette thématique de l'addiction. Justement, comment vous avez décidé de mettre ça en son après l'avoir déjà mis en images et en texte? J'avais envie de continuer d'explorer le thème, et puisque je l'ai exprimé et exploré dans un premier temps via l'écriture, j'avais envie, et via une histoire plutôt personnelle, j'avais envie d'étendre le sujet et d'aller en dehors de ma propre histoire, d'aller voir chez les autres et de discuter avec eux de leurs propres addictions ou de ce qu'ils en pensent en tout cas. Voilà. Et il y avait aussi cette volonté d'aider d'une certaine façon les personnes ayant ce type de soucis. Et donc j'ai pensé au podcast. Voilà, j'ai pensé au podcast, d'ouvrir le dialogue et aussi d'ouvrir un espace de parole pour les personnes concernées. Mais vous pensez au podcast parce que vous écoutez des podcasts et vous vous êtes dit ça correspond au témoignage et à l'intime, ou bien c'est plutôt une idée théorique que vous avez eue Oui, complètement. C'est une idée théorique. Ça m'est venu comme ça. J'ai vraiment pas de. C'est venu tout à coup. Ça m'est apparu comme une évidence et je me suis dit. Comment fait-on un podcast, voilà, j'ai commencé à me renseigner, j'avais aucune idée de comment j'allais faire, le matériel, etc., la technique me bloquait, et finalement c'est quelqu'un m'a parlé de Radio Panique, et donc là j'ai été me renseigner, j'ai rencontré les personnes de Radio Panique et on m'a formé à utiliser tout le matériel nécessaire, et c'est comme ça que ça a démarré, oui. Donc en fait l'idée c'est que vous faites une émission de radio qui devient un podcast, un peu comme ce qu'on fait ici aujourd'hui, ça va aussi devenir un podcast. Mais donc l'idée c'est d'en faire un épisode assez long, ça dure chaque fois 1 heure à peu près, tous les mois, et diffusé sur Radio Panique. Peut-être donnez-nous le rendez-vous, comme ça on le rate pas pour les prochaines. C'est diffusé tous les 3e lundis du mois à 19h. Voilà. Donc, sur Radio Panique. Donc c'est bientôt. C'est bientôt, la semaine prochaine, il y a le 3e épisode. Ouais. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est d'écouter le début du premier épisode. Oui. On va pas le resituer, on va écouter ça et on revient juste après. Vous nous expliquerez tout cela après. Salut et bienvenue dans Gueule de bois. Je suis Peter Kemmel et j'ai écrit le livre Savanallée. C'est un livre qui traite d'amour et surtout de dépendance, en particulier à l'alcool. J'ai écrit ce livre parce que j'avais besoin de libérer ma parole, mais aussi parce que je voulais que les personnes touchées par les addictions se sentent moins seules. J'ai créé ce podcast parce que le sujet me passionne et qu'on n'entend pas assez d'informations, de témoignages sur les addictions. Et parce que quand je galérais moi-même avec l'alcool, avec la coke, j'aurais aimé pouvoir entendre d'autres personnes en parler. Ce podcast est fait pour les personnes touchées de près ou de loin par les addictions, pour celles et ceux que le sujet intéresse, pour démystifier, pour déculpabiliser, pour partager. Chaque addiction est abordée à travers 4 regards différents. Celui d'une personne qui consomme, d'une personne qui travaille dans le secteur médical, une personne abstinente et enfin une personne de l'entourage. Nous allons commencer ce podcast avec notre première addiction, l'alcool. Et pour cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Larenz. Larenz a 50 ans depuis quelques jours. Il est le père d'une jeune femme et est célibataire. Il ne travaille plus depuis 3 ans. Bonjour, bienvenue chez moi, content de vous accueillir tous. Et du coup, oui, je suis chez toi. Tu passes la majorité de ton temps ici dans cet appartement ? Tout à fait, donc je travaille depuis 20 ans au même endroit, qui a fermé donc le 31 juillet 2018. Et donc voilà, depuis effectivement
Je suis assez casanier, une tendance à ne pas trop sortir. Et donc voilà, effectivement, ça fait un peu plus de 2 ans et demi que je reste chez moi. Bon, en plus, le confinement est tombé, donc j'ai eu l'occasion de m'y préparer. Ouais. Pleinement. Je pense que j'étais une des personnes ici en Belgique à être la mieux préparée à cette situation. T'étais content? Le confinement? Oui. Mais non, parce que, alors là, ça n'a plus rien à voir avec le sujet, mais bon, j'ai plus de frigo depuis octobre 2019. Donc je n'achète pas j'achète des boîtes de conserve, du riz, des pâtes, enfin des féculents et compagnie, enfin ce qui se périme. D'accord. Mais j'ai une question. Pourquoi t'en achètes pas un nouveau ou tu le fais pas réparer ou... Par flemme sans doute, par procrastination, parce que je suis aussi un maître dans l'art de la procrastination. Non, bah oui, pourquoi? Et en fait, on m'en a proposé même de frigo. J'ai fait non, merci. Ah, bon. Je trouve qu'on s'est débrouillé très bien sans frigo. La bière chaude, par exemple, enfin tiède, je veux dire. J'imaginais pas ça, pouvoir boire ça dans ces conditions-là. Et en fait, c'était une fausse impression. Il y a vraiment aucun problème à boire de la bière tiède. Et c'est quoi ta marque de bière? Alors celle avec laquelle je me bourre la gueule, celle avec laquelle je cherche l'état d'ivresse, c'est la Jupiler, donc assez classique, pas extraordinaire. Mais sinon, ma petite spéciale, c'est l'Orval, mais qui est assez compliqué à trouver. Enfin, ça dépend des périodes, mais... Oui, la Jupiler, très bonne bière, je m'en souviens. C'est vrai que je n'en bois plus depuis 5 ans maintenant, mais c'était quand même... la bière que je buvais pendant des années. On la buvait ensemble. On la buvait ensemble. Là. Ouais, on passait des soirées à discuter et puis parfois ça partait en couille. Oui, parfois. On s'engueulait. Il y a d'ailleurs un passage du livre qui s'appelle Rupture, qui est une des disputes, mais celle-là était vraiment puissante. Une des disputes qui résultait d'une consommation excessive de Jupiler. Tout à fait. Je pense que l'alcool aussi exacerbe l'état dans lequel tu es. Donc, si tu es énervé, si tu es... Enfin, je sais pas, il doit y avoir un mélange des deux entre le fait que l'alcool t'énerve, ça accentue... Enfin, tu bloques, quoi, en fait. Et, oui. Tu braques et... Oui, effectivement, je pense aussi que ça exacerbe, mais... que ça peut être, que l'état d'origine, c'est pas spécialement d'être énervé à un moment ponctuel pour quelque chose, mais quand on est dans un état de colère qui dort en soi, oui. On peut avoir l'alcool facilement colérique, quoi. Je pense que le fait de tomber dans l'excès d'alcool, déjà aussi, de la consommation d'alcool, fait aussi que c'est pas quelqu'un qui est... Comment exprimer ça? Qui est pas heureux, spécialement au départ. Heureux, c'est un beau terme que j'ai du mal, mais qui soit bien dans sa peau et qui est en accord avec la vie qu'il mène. Et ça peut être des douleurs familiales, du passé, le mot amour d'un parent ou... Et du coup, tu parles d'enfance. Tu sais pourquoi aujourd'hui tu bois, et pourquoi c'est un problème, quoi. Alors si je sais pourquoi, non, parce que je fais pas de travail sur moi. Je peux imaginer certaines choses. Effectivement, à la maison, enfant, on était 3, des parents pas très présents. Et par exemple, embrasser ma mère ou mon père pour dire bonjour, au revoir, c'est inimaginable. Moi, je trouve ça, de mon regard, de mon point de vue, choquant, quoi. J'appelle mes parents par leur prénom. Mais bon, il faut dire que je suis d'une génération où j'ai 50 ans, donc eux, c'est l'époque post-68arde. Podcast Plus, avec Jean-Jacques Delot. Donc, extrait de Gueule de bois, premier podcast, premier épisode. Vous l'appelez Alcool 1.1 d'ailleurs, parce que donc il y aura d'autres témoignages en matière d'alcool, puis il y aura d'autres addictions. On va en reparler tout à l'heure, mais d'abord, pour revenir sur ce témoignage, vous n'avez pas été chercher très loin ce témoignage. Non, c'est vrai,
j'ai eu besoin de commencer par mon propre entourage. Et ici, j'ai demandé à un ex-compagnon s'il acceptait de participer à ce podcast. Et alors, il a accepté, et il n'y a pas de langue de bois. Hein. Il dit vraiment, quand il parle du frigo, de la procrastination, qu'il n'est pas pressé, Oui. avoir un frigo, voilà. Donc, et il est assez... on a l'impression qu'il a l'air très sincère en vous parlant. C'est un peu comme si c'était une conversation, puisque vous vous connaissez tous les deux. C'est peut-être plus facile de parler de ces problèmes d'addiction à quelqu'un qu'on connaît? Je pense, oui. Oui. Je pense que effectivement, quand il y a une histoire derrière, peut-être une relation de confiance qui s'est créée avant, ça aide pour s'ouvrir, bien sûr. Peut-être qu'on sent moins de jugement de la part de l'autre. Et alors, un témoignage, on peut aller assez loin aussi, parce que là, bon, on a entendu le début, évidemment, mais après, ça prend encore un petit peu, ça prend encore de l'ampleur. Comment vous choisissez les témoins une fois que vous êtes sorti de l'entourage pratiquement direct? Eh bien, ici, justement, je réfléchissais à la prochaine addiction que j'allais traiter, enfin le prochain produit plutôt. Et je me suis interrogée, j'ai pensé aux drogues dures, mais je suis en train de me rendre compte que c'est vraiment un gros sujet. Et que peut-être je le ferai plus tard et que je vais continuer encore à explorer sans doute l'entourage, m'éloigner peut-être tout doucement et rester encore dans des addictions plus ou moins soft, je dirais, entre guillemets. C'est quoi la différence entre une addiction soft et une addiction hard? Une addiction soft, on peut en sortir? C'est tellement subjectif. Disons peut-être qu'on est peut-être que j'assimile soft à légal. Ce serait peut-être plutôt ça, ce qui est pas spécialement une bonne chose, je veux dire. Non, mais c'est une manière de caractériser les choses. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, eh bien, on va parler encore de ces addictions légales et de ces addictions illégales. Entre 16h et 17h sur BX1+, Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Et avec Peter Kommol, qui réalise un podcast tous les mois, une émission de radio sur Radio Panique qui devient après un podcast. Ça s'appelle Gueule de bois et ça parle des addictions. Alors, la première addiction que vous traitez dans cette série-là, il y a donc déjà 2 épisodes qui sont disponibles sur le digital, c'est l'alcoolisme. Alors, on dit souvent que ça fait du bien aux alcooliques de parler, de communiquer. Est-ce que ça les fait arrêter? Est-ce que ça fait arrêter de parler de son alcoolisme? Je pense que c'est une première étape, c'est sûr. Maintenant, ce que ça fait arrêter, ça c'est propre à chacun, évidemment, mais d'en parler, c'est sûr que ça crée... Il y a une conscientisation et peut-être un travail qui se fait pour essayer de comprendre pourquoi on a besoin de cet alcool pour vivre finalement. Donc c'est comme si c'était un premier déclic, quelque chose qui dit oser en parler, ça veut dire oser dévoiler le fait qu'on est alcoolique, ce qui n'a pas une si bonne image, même si l'alcool a une image festive. L'image alcoolique est quand même moins positive. Oui. C'est sûr que je pense que d'une part, il y a une vulnérabilité qui est propre à chacun et qui est extrêmement difficile à laisser aller, particulièrement pour quelqu'un de dépendant, j'ai l'impression. Et d'autre part, la honte que ça suscite. Oui, non seulement c'est pas bien vu, les personnes alcooliques sont aussi stigmatisées et en fait, on ne fait plus que les relier à leurs produits. Or, on oublie que il y a eu autre chose avant qui a fait qu'ils en sont arrivés là. Oui, c'est pas effectivement l'alcool qui a dit prends-moi, bois-moi. Il y a eu une envie à un moment donné, quelque chose l'a déclenché cette envie. Et c'est très réducteur finalement. Alors vous êtes intéressé à
un témoin, on a écouté une partie du témoignage, puis vous avez essayé d'aller voir les raisons de cette addiction. Et donc vous avez été voir un responsable psy de la Ramée. Donc que vous a-t-il dit? Que vous a-t-elle dit? Je ne sais pas si c'est une responsable ou un responsable. C'est un responsable, Mauricio Frisina, qui a écrit un livre d'ailleurs sur le sujet. En fait, lui, il explique énormément de choses. Par où commencer? D'ailleurs, par le début. L'épisode est d'ailleurs très très différent du premier parce que il y a tellement de contenu et j'avais tellement de mal à faire une sélection de tout ce qui se disait que c'est très compact. Donc il y a beaucoup de contenu, beaucoup d'informations et je dirais que l'essence de cet épisode, c'est vraiment la déculpabilisation et il y a une phrase très importante, je pense, qu'il dit, c'est que l'alcool c'est un symptôme. Et c'est aussi, donc c'est peut-être pas spécialement une maladie, mais c'est un symptôme. Et c'est aussi avant tout une solution. Voilà. C'est-à-dire, c'est une solution qu'on trouve soi-même pour résoudre un problème? C'est ça. Donc au départ, on a un problème et il nous faut une solution rapidement. Et l'alcool ou le produit, n'importe quel produit, sera la solution à court terme qu'on aura trouvée pour se sortir de ce pétrin. Voilà. Et d'ailleurs, dans le 3e épisode où je vais discuter avec Marie Dara, qui elle est abstinente depuis quelques années, il y a vraiment cette notion de l'alcool était une solution. Si je ne l'avais pas eu, je serais peut-être pas là aujourd'hui, parce que peut-être elle aurait mis fin à ses jours parce qu'elle était dans une détresse émotionnelle tellement forte qu'il fallait trouver quelque chose pour feutrer les émotions, pour calmer le jeu, quoi. Oui, effectivement, quand on voit ça avec ce prisme-là, on voit différemment l'addiction et l'alcool. Dans le cas de l'alcool, c'est quand même un produit, comme vous dites, c'est un produit qui est facilement, on le trouve facilement, il est très accessible. Oui. Hein? Donc, même si on dit que l'alcoolisme n'a pas toujours bonne presse, malgré tout, c'est un produit très facile. On parlait de bière. La bière, ça va avec l'euro, ça va avec le football. Oui, je pense que c'est... Avec les concerts, c'est... Oui. Et c'est moins cher que du soft, je pense, parfois. Parfois, dans oui, certains bars. Enfin, maintenant, il y a de la bière sans alcool aussi, qui commence une percée. C'est une bonne manière, ça, vous croyez, de sortir de l'alcoolisme, d'arriver à se dire, peut-être que je peux passer à une boisson sans alcool, à la même boisson, mais sans alcool. J'aurais pas l'effet de l'alcool, évidemment, mais... Eh bien, ça, de nouveau, je dirais que c'est chacun sa méthode, mais c'est sûr que c'est pas la mienne. Je suis plutôt radicale à ce niveau-là. Je pense pas... Enfin, je pense que non seulement c'est de la prise de risque inutile, de continuer de s'attacher à un goût que justement on voudrait cesser. Et oui, vous n'êtes pas convaincu? Non, je suis pas convaincu. Boissons sans alcool. Mais vous dites, moi, ma position, elle est plutôt radicale. Alors, c'est quoi votre position? Dites-nous, quelle est votre recette? C'est un peu personnel, hein, puisque tout est personnel dans ce genre de problématique. C'est vrai que avec chacune des addictions que j'ai eues, bêtement la cigarette ou le cannabis ou l'alcool, ça a été d'arrêter du jour au lendemain. Bien sûr, il y a eu pour l'alcool, il y a eu un suivi psychologique. Donc j'étais parce que je suivais une psy. Donc je pense que c'est quand même important. Fallait se faire accompagner. Je pense que c'est important d'être accompagné et qu'il y a un travail qui se fasse avant, c'est-à-dire que et on en parle aussi dans le 2e épisode. Ça sert à rien d'arrêter pour arrêter. Ça n'a pas de sens. L'idée, c'est de trouver un sens à sa vie et de trouver le moyen, pas d'être abstinent, mais de s'occuper
différemment. C'est-à-dire d'avoir un objectif. D'avoir un objectif. Et pour cet objectif, il faudrait en plus que j'arrête. C'est ça, oui. Et certainement pour moi, ça a été l'écriture et l'écriture de mon premier livre. Donc voilà, ça c'était un exemple personnel, voilà, évidemment. Personnel. On va pas dire à tout le monde qu'il suffit de commencer à écrire un livre. D'abord, il faut aller jusqu'au bout de l'écriture. Ouais. Et puis, il y en a parfois qui continuent leur addiction pendant qu'ils écrivent. Il y en a qui ont besoin d'addiction pour créer. C'est vrai, c'est vrai. Vous, c'est le contraire, finalement. Oui, moi, c'est le contraire. C'est sûr qu'il y avait quand même de l'écriture sous-produit, mais très différente, disons pas le même aboutissement. Enfin, je pouvais créer des textes, mais beaucoup plus courts, quoi. Le fait d'avoir fait un livre et d'être allé au bout, c'est grâce au fait justement d'avoir arrêté de boire de l'alcool. Alors on disait tout à l'heure que l'alcool rend parfois colérique. Oui. Et pourquoi? On le sent quand on boit trop et qu'on devient colérique, ou on le sent pas et c'est plutôt le lendemain qu'on vous dit hier tu as piqué des colères terribles. Je pense que on le sent quand ça monte et que ça aboue comme ça à l'intérieur. On sent cette colère qui arrive et on est. J'ai même l'impression que parfois on cherche la petite bête pour pouvoir l'évacuer, le faire sortir et que ça tombe sur le malchanceux ou la malchanceuse qui se trouve à côté. Mais autant j'ai l'impression que autant l'alcool, c'est ça l'ambivalence, autant l'alcool permet sur le long terme de calmer les émotions, peut-être de s'en éloigner. Mais d'autre part, quand on est dans un alcool sans limite sur une soirée, par exemple, il y a l'explosion d'émotions qui a peut-être été trop longtemps canalisée et retenue, oui, et qui a besoin d'être évacuée, et du coup ça explose. Voilà, mais... En plein déconfinement, ça va être terrible. Entre 16h et 17h sur BX1+, Podcast Plus, avec Jean-Jacques Deleu. Et aujourd'hui, c'est Gueule de bois. Enfin, Gueule de bois, en tout cas, c'est le nom du podcast de Peter Kommel, consacré aux addictions. Elle avait déjà consacré un livre à ses addictions et aux addictions de ses proches, qui s'appelle Ça va n'aller, qu'elle a édité elle-même, qu'on retrouve toujours dans les grandes librairies bruxelloises. Oui. Voilà. À l'époque, on vous avait cité dans les... pour le prix Rossel, pas parmi les 5 derniers, mais enfin, vous étiez quand même cité parmi ceux qui avaient peut-être une chance d'y arriver. Donc voilà, donc ça vous montre un peu le niveau de ce premier livre. Je dis roman, mais c'est pas vraiment un roman, c'est plutôt un livre autobiographique où vous racontez justement votre rencontre avec les addictions et comment cela se passe. Et ici, dans le podcast, vous allez plutôt, à la recherche des explications. C'est plutôt ça, votre parcours, si je peux le résumer. C'est le livre a permis de raconter votre histoire, de vous dévoiler, et tandis que le podcast permet peut-être de comprendre, d'expliquer. Oui. C'est ça? Oui. Vous êtes d'accord avec moi, tant mieux. Voilà. Et alors, vous parlez d'autres addictions douces, d'autres addictions légales. Je voulais peut-être un peu parler de la cigarette, par exemple. Donc ça, c'est une addiction qui est quand même en perte de vitesse un peu au fil des décennies. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai arrêté en Australie. Et c'est allé loin pour arrêter. Oui. Mais c'est sûr que ça a été facile, c'est jamais facile d'arrêter, mais c'était facile dans ce contexte-là parce que il y avait pas beaucoup de gens qui fumaient et je remarquais qu'en fait il y avait eu tout un travail publicitaire, qui critiquait vraiment la cigarette et les fumeurs, etc. Ça a transformé le regard des gens. Alors ça veut dire que la stigmatisation, ça marche alors? Totalement. Ouais. Donc il faudrait faire la même chose avec l'alcool? Ah oui,
Oui, je sais pas trop. En tout cas, ce qui sera intéressant de faire avec l'alcool, c'est au moins admettre que souvent il y a des problèmes, enfin que c'est, et surtout que ça ne touche pas une certaine catégorie de personnes, que ça se trouve partout, et que tout le monde a dans sa famille au moins une personne, que ce soit dans les générations plus haut ou plus voilà, c'est assez rare qu'il n'y ait pas une personne addicte. Et alors parfois même vous le pointez, c'est la problématique aussi quand on se retrouve dans une famille à pas être seul à boire. Oui. Donc il y a un côté familial même. Oui, oui, c'est ça. Et d'accompagnement finalement. C'est plus facile de boire quand on est plusieurs ou à une table, un petit verre de blanc, un petit verre de rosé. Je pense que déjà il y a ce fait de, enfin c'est très culturel aussi d'apprécier les moments en famille, de partager un verre, etc. C'est pas non plus, je veux dire, je veux pas diaboliser ça, mais c'est sûr qu'il y a des fois où on dépasse ces limites-là de simple jovialité, et c'est clair que ça peut aller loin, quoi. Dans ma situation, c'est aller assez loin, et je pense qu'il y a aussi une notion qui va au-delà de la famille, qui est plutôt une notion de tribu. C'est-à-dire, si tu ne bois pas, tu ne fais pas partie de la tribu. Il y a quelque chose de l'ordre de la trahison. Voilà. Oui. J'étais ce midi avec 4-5 autres personnes et on propose un verre de vin et une personne dit si vous en prenez, je vais en prendre aussi. Oui. Or il n'y avait pas de pression. Quelle pression sociale? Alors que c'est faux, il y avait 2 personnes qui buvaient du vin et 2 qui n'en buvaient pas. Mmh. Donc finalement, la 5e, elle pouvait très bien dire que la pression sociale pouvait être d'un côté ou de l'autre. Oui. Mais souvent, cet effet de tribu, vous avez raison, et ça joue aussi sans doute sur le cannabis, qui est aussi très sociable et social. Oui, c'est vrai. Je sais pas du tout. Enfin, c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté adolescente, et qu'à un moment j'ai dû arrêter un peu malgré moi, mais simplement parce que je faisais des angoisses. Donc c'était même pas vraiment un choix. C'est que c'était pas. C'est une question de santé finalement. Oui, c'est ça. Santé mentale dans ce cas-là. Il fallait arrêter absolument. Oui, voilà. Comme quelqu'un qui serait malade des poumons qui devrait arrêter la cigarette. Oui, mais c'est sûr. Oui, qu'il y avait aussi cet effet peut-être de tribu, ou de faire partie des personnes plus cool de l'école. Oui, c'est ça. C'est une très bonne image, le cannabis. Oui. Autant la cigarette n'a pas toujours une bonne image, l'alcool pas toujours, le cannabis a encore une très très belle image. Oui, c'est vrai. Ça prend du temps pour réaliser que ça fait des dégâts aussi. Et je pense à la Hollande qui justement a créé maintenant des cliniques spécialement pour les addictions au cannabis. Donc c'est dire si ça devient un problème maintenant, sauf que on s'en rend compte un peu, enfin pas tard, enfin je veux dire c'est comme pour tout, mais on commence à s'en rendre compte. Tard, oui. Et dans ce cas-là, c'est purement légal aux Pays-Bas, effectivement. Podcast Plus avec Jean-Jacques Delot. Oui, on parle de Gueule de bois, le podcast de Peter Kummel aujourd'hui. On parle aussi de son livre Savane Allée que l'on peut trouver. Vous avez donné nom à votre auto-édition ? Comment ça ? Une maison d'édition, vous lui avez donné un nom ? Non. Les éditions Moll, par exemple. Oui, non, c'est Peter Kummel. Voilà, on le trouve avec le nom de l'auteur, donc Peter Kummel, Savane Allée, et ça se trouve dans les grandes librairies bruxelloises. Alors, reparlons un peu de ce que vous faites en dehors et du livre et du podcast. Le podcast, c'est une fois par mois, c'est sur Radio Panique, c'est le lundi. En tout cas, un lundi par mois, et c'est le lundi qui vient. À côté de cela, vous aviez déjà dans votre carrière les photopoèmes. Alors, c'est quoi les photopoèmes ? Eh bien, ce sont des poèmes que je lis à des images. Voilà,
soit je prends une photo et je m'inspire de cette image. Enfin, soit ça va dans un sens, soit dans l'autre. Oui, soit c'est la photo qui conditionne le poème, soit c'est le poème qui conditionne la photo. Et le choix du poème, c'est un poème que vous avez écrit ou c'est un poème que quelqu'un d'autre a écrit? Oui, ce sont des poèmes que j'écris. C'est quand je suis entre deux projets, enfin, ou que je suis pas dans un projet de roman, et je continue quand même d'écrire, et les poèmes me servent de moments un peu de liberté ou de bouffée d'air frais. Oui, c'est ça, peut-être de libération. Ouais. Mais oui, et c'est assez original quand même les photopoèmes, les poèmes photos, puisqu'on peut le dire dans les deux sens. C'est tout à fait original. Et alors vous voulez aussi maintenant vous lancer, comme vous avez écrit votre premier livre, que vous envisagez d'en écrire un deuxième, vous êtes lancé dans les ateliers d'écriture. Oui, avec Marie Dara, qui sera d'ailleurs dans le 3e épisode du podcast. Parce que vous liez tout, Oui, c'est vrai. Tout est lié, c'est vrai. Oui, on est en train de créer, on a créé un atelier d'écriture, un cycle de 4 ateliers qui tourneront autour de la poésie, du slam, du roman, pour proposer une approche de ces 3 genres aux participants, pour tester, pour explorer, leur donner une idée de ce qui les sensibilise le plus. Et donc on a créé ça, et donc on souhaite bientôt le mettre en pratique. Ah oui, maintenant il faut pas que le penser, il faut le faire. Et comme on est en plein déconfinement de plus en plus light, ça devrait être possible dans les semaines à venir. C'est gai. Ouais. Alors, on parlait d'addiction, on disait que et le livre et les podcasts sont sur l'addiction pour l'instant plutôt concernant l'alcool, mais il y aura d'autres addictions légales dont vous allez parler. Est-ce que l'écriture est une addiction ? Je pense, justement, Marie Dara, dans le 3e épisode, se pose cette question-là. Elle se pose même pas la question, en fait. Elle dit que maintenant l'écriture est une addiction. C'est-à-dire qu'il y a toujours un déplacement des addictions. Finalement, c'est pas tellement le produit, mais c'est le mécanisme qu'on a, qui est de vouloir remplir ce manque. Mais pour vous, c'est ça ? Ça remplit un manque ? Le silence sur antenne est encore du Peter Common. Est-ce que c'est un manque qu'on remplit en écrivant des poèmes, en prenant des photos ? Est-ce que la création, c'est pas finalement en tant que telle, effectivement, une addiction ? Je ne sais pas. C'est vrai que moi, je vois l'addiction comme quelque chose dont on ne sait... Oui, non, c'est sûr que je ne pourrais pas m'en passer. Mais ça n'a pas peut-être le côté négatif que peut avoir les addictions. Oui, c'est ça. C'est vrai que j'ai besoin aussi avec l'écriture de laisser décanter parfois, d'avoir une idée et de la laisser mûrir avant de me lancer dans l'écriture elle-même. J'ai pas l'impression. Si c'était une addiction, oui, c'est vrai que je lis ça à quelque chose de plus négatif et où je ne dormirais même plus. Oui, par exemple, c'est une solution. Exemple, ouais. Alors, donc je rappelle, le titre du livre, c'est Savane Allée, et les podcasts, on le trouve sur le site de Radio Panique. Et cet été, en juillet, il sera également disponible sur Spotify. Très bien, merci Peter Commol d'être venu parler de votre podcast. Tout à l'heure, à 17h, ce sera Vivre ici. À 18h, ce sera le JT avec Valérie Leclerc. Et juste après, ce sera Monde des Arts présenté par David Courrier. On parlera d'école d'art cette fois-ci. Et nous, on se retrouve demain après Françoise Breu. Non pas après Françoise Breu, on se retrouve demain à 16h. Et après Françoise Breu, ce sera Vivre ici.